بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à tous et bienvenue à ce partage d'expériences autour d'une thématique qui est au cœur de notre initiative, qui est celle de l'entreprise et qui a à la base, on va dire, à la genèse, si vous voulez, à la genèse, inspiré aussi notre réflexion sur euh, quelle est l'interprétation spirituelle de l'entreprise finalement, d'accord? Et effectivement, c'est la notion de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. En tout cas, enfin, la petite expérience, en tout cas professionnelle avec laquelle j'ai pu être confronté à cette réalité-là de la RSE. En tout cas, voilà, qui a été aussi un des points qui nous ont poussé à une réflexion pour adopter une perspective plutôt qui va vers l'esprit et qui est grosso modo la perspective traditionnelle. Parce que dans le monde traditionnel, un artisan lorsqu'il passe la différence entre un simple artisan et un maître artisan, ben justement, c'est cette connaissance vraiment de la subtilité de l'art. Et puis, bah, du coup, on voit effectivement que le travail n'était pas juste un travail, que le travail était un support vraiment d'une réalisation spirituelle, d'une réalisation de l'être. Le travail de manière générale, que ce soit sur les champs, que ce soit dans le travail de la terre ou le travail artisanal, était réellement ce support si vous voulez, l'œuvre humano-divine, si vous voulez. Vraiment, c'était ça, en fait. Et on le voit. D'ailleurs, on va publier une vidéo tout à l'heure que notre frère Tony nous a partagé, qui est vraiment super intéressante. Et vraiment, je l'en remercie pour ce témoignage-là. C'est un témoignage d'un frère charpentier, en tout cas, et qui a décidé de travailler sans avoir recours aux machines et sans avoir recours aux technologies, entre guillemets, modernes. Et c'est un peu, enfin, ce qui est fort, en tout cas, moi, vraiment, ce qui est fort, c'est que moi, oui, enfin, je peux proposer des chantiers comme ça, mais ça reste, voilà, dans le cadre associatif, ça reste. Mais j'ai la conviction que ça peut marcher même d'un point de vue professionnel. Et là, avec le témoignage du frère, on voit que ça marche vraiment et que ça a vraiment la capacité de marcher, même dans un métier entre guillemets, de tous les jours. Euh, subhanallah, le frère, il réussit même à avoir un marché pour pour participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Donc voilà, on voit que c'est pas n'importe quoi. Et vraiment, bah, je te remercie en tout cas. Voilà, je tenais à te remercier, Tony, vraiment pour ce partage-là qui est plus que précieux en tout cas pour moi, parce que bah, ça illustre le propos. Ça illustre le propos et la possibilité du propos, vraiment. Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, ouais, non, ouais, c'est bouleversant, c'est très ouais. beau. Franchement, j'ai directement pensé à toi, tu vois, je me suis dit, machallah, c'est vraiment dans la ligne, quoi. Ah oui, 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 complètement, parce que moi, j'ai vraiment la conviction, en tout cas, que c'est quelque chose, enfin, dans le domaine, moi, dans lequel, en tout cas, voilà. Pourquoi j'ai la conviction? Parce que je le vois, dans le domaine dans lequel je travaille, entre guillemets, c'est juste que la culture, parce que moi, je suis obligé de faire avec la culture encore dominante, en fait, d'être contre la nature, de l'homme contre la nature, dans le domaine de l'espace vert. Euh, mais je vois vraiment que l'utilisation des machines et l'utilisation des gros engins, etc., mais vraiment, on peut faire les choses autrement. Et vraiment, parce que qui dit grand engin dit forcément maintenance, dit forcément, bah, il faut faut s'occuper du ravitaillement de l'essence, faut s'occuper du mélange, faut s'occuper de l'huile, faut s'occuper. En fait, il y a une telle logistique, une perte énergétique, entre guillemets, à vouloir gagner du temps par engins et par ces trucs. Après, moi, j'ai pas chronométré, mais au final, je vois qu'on gagne pas grand-chose et on finit par fatiguer l'homme, on finit par fatiguer la motivation de l'homme et que l'humain, finalement, qui est au cœur et qui est au centre, on finit par fatiguer sa motivation et le dégoûter de son travail. Alors que si on faisait les choses autrement, non seulement on gagnerait en efficacité humaine, parce que l'humain trouverait toujours goût à ce qu'il fait, à ce qu'il ferait,
Et même d'un point de vue logistique, vraiment, on a l'impression que voilà, débroussailler juste à titre d'exemple, débroussailler un champ, par exemple, bah, va aller plus vite que si on utilise une faux, par exemple, une faux à la manière traditionnelle. Alors que la débroussailleuse, moi je vous le dis, à partir du moment où elle dépasse 1 an et demi, 2 ans, bah, déjà elle va vous tomber en panne 3 fois, au moins 3 fois par chantier. Il faudra le truc, la reparer, la regarder, regarder machin. Après, voilà, il y a toute la logistique en amont de préparer le mélange, préparer le machin. En plus, le mélange, voilà, ça pue et c'est pas agréable et c'est non, c'est pas non, non. Et c'est pour ça que je vous dis, dans entre guillemets, le petit domaine dans lequel je travaille, je vois que l'utilisation et le recours à la machine ne fait pas gagner du temps, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà, ça va. Si on chronomètre, oui, bah, si tu as une débroussailleuse nouvelle, etc., et tu chronomètres, bah, combien de temps tu vas faire un champ, oui, bah là, mais sur la longueur, sur le moyen long terme, vraiment sur le long terme, moi je vous dis, en fait, on n'y gagne pas du tout, vraiment, c'est vraiment ma conviction. Et le frère, machallah, bah, parce qu'il s'y est pris tôt, vraiment, s'y est pris tôt dans sa carrière. Il commence à l'âge de 20 ans. Ben, je pense que c'est ça, c'est le secret de la réussite. Et c'est pour ça aussi que nous, du coup, à l'ESE, on n'est pas tant porté, ben, du coup, par de l'accompagnement. Enfin, même si, bon, c'était une intention de départ, d'accompagner des projets. Mais finalement, on voit que, pas on voit, mais en tout cas, on oriente plus. Où c'est le champ, enfin c'est le terrain aussi qui nous amène là, nous orienter plus à conscientiser les gens aujourd'hui pour pouvoir préparer le chantier à la génération d'après et surtout un point, moi en tout cas, un point qui me semble important, c'est que l'orientation des parents, c'est qu'aujourd'hui, bah, voilà, les parents effectivement, bah, ils sont pris dans le mouvement, bah, oui, parce qu'ils ont des enfants, etc. Mais ne faites pas la même bêtise en fait, voilà, ne faites pas la même bêtise dans laquelle vous êtes tombé. Et du coup, orientez vos enfants vers quelque chose de meilleur, d'accord? Et c'est vraiment là la clé, c'est vraiment là entre guillemets le point de bascule en tout cas sur lequel on essaye de travailler. C'est ce point de bascule-là, d'accord? Finalement orienter les enfants parce que là, dans la vidéo. Bon, on va orienter. Bon, je voulais discuter d'autres choses, mais la vidéo, c'est elle qui s'impose. Bon, alhamdoulilah. Vraiment, moi, pour moi, dans le parcours du frère, ce qui est clé dans ce qu'il dit, c'est que il vit son ouverture de conscience à partir de 20 ans. Tu vois? Et plus on s'y prend tôt, tu vois, plus on s'y prend tôt, plus vraiment c'est quelque chose qui peut durer sur le- sur vraiment une carrière, d'accord? Plutôt que viser plutôt un changement de carrière, etc., on le voit, plus tu avances dans l'âge, plus c'est difficile. Euh, mais du coup, voilà, bon, moi, je vais peut-être pas même trop m'étaler, moi, en tout cas. Bon, je vais peut-être aller au résumé, je vais peut-être pas développer la pensée, mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, en tout cas, moi, pour moi, comment on essaie de concrétiser ça quelque part? Ben, on a défini quelque part des principes et des valeurs ultimes à partir de notre compréhension de la structure de Surat al-Baqarah, d'accord, qui est la sourate de l'exploration, d'accord? Et vraiment, Surat al-Baqarah, en fait, enfin, si elle s'appelle la sourate de l'exploration, c'est que en soi, elle résume en fait vraiment tout ce qui est tout le reste du Coran ne va que développer ce qu'il y a dans Surat al-Baqarah, si vous voulez, d'accord? Avec vraiment l'expérience communautaire, du libération communautaire dans sa première partie, une réorientation, la nécessité d'une réorientation, ce qu'on appelle le changement de qibla, d'une réorientation permanente, d'accord? Pour que la Ummah puisse rester en vie, c'est qu'elle doit se réorienter de manière permanente. D'accord? Et on voit effectivement que bah, pour pouvoir se réorienter, il y a une structure qui doit être porteuse de cet effet mystique, vraiment de réorienter le cœur. Et grosso modo, cette structure-là, elle se définit par des valeurs ultimes ou ce qu'on peut appeler des valeurs premières, d'accord, des valeurs premières, des valeurs ultimes, et qui bon, moi, selon la réflexion aussi de ce qui a été fait
voilà, une réflexion dans la dynamique de ce qu'on appelait les maqasid sharia, voilà, j'ai essayé de respecter un peu la pensée des anciens. C'est pas pas respecter la pensée, mais de m'inspirer vraiment de la pensée des anciens. Du coup, pour lire, en tout cas, quelle peut être la structure porteuse dans Surat al-Baqarah, voilà, je vais assez vite en tout cas parce que c'est pas aujourd'hui le sujet, mais en tout cas voilà, on partage ça dans nos diverses cours. Donc les gens qui sont intéressés, Inch'Allah, voilà, n'hésitez pas à vous approcher de nous. Voilà, là où on prend, on vous dirigera vers là où on prend plus de temps à développer ça. Mais voilà, pour le sujet d'aujourd'hui. Grosso modo, cette structure première des valeurs ultimes et des valeurs premières, grosso modo, elle commence par la préservation de la vie, de la famille, de la génération future. Tu vois, donc là, on est en plein cœur du sujet qu'on voudrait aborder, c'est finalement comment guider au milieu de cette civilisation finalement qui est à l'encontre même de la préservation de la vie, parce que tout son schéma est destructeur, d'accord? Tout son schéma va vers la destruction de la vie. Du coup, comment réorienter les familles et les générations futures vers justement une meilleure qualité de préservation de la vie, d'accord? Préservation de l'équité sociale. Et là, particulièrement, Surat al-Baqarah va nous parler de ce qui va être vraiment le symbole de l'affligé dans une société justement qui ne prend pas en compte les affligés, qui est celui de l'orphelin. D'accord? Donc Dieu va particulièrement, lorsqu'il va parler de l'équité sociale, il va parler de l'orphelin. Et à partir de l'orphelin, il y aura vraiment un miroir avec ne pas contribuer à un élitisme de pouvoir économique. Donc, vous voyez, on va vraiment d'un effet, entre guillemets, voilà, on a l'impression que l'orphelin, voilà, c'est juste quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui n'a pas une structure familiale qui peut le porter. Mais Dieu va vraiment nous parler du fait que le fait que l'orphelin n'a pas de structure familiale pour le porter, c'est le fait que toute une société est basée sur un élitisme économique et de pouvoir politique qui est justement au service de l'économie et pas l'inverse. D'accord? Ce n'est pas le pouvoir politique qui est au service du démuni, mais le pouvoir politique est au service du pouvoir économique. Alors, vraiment, il y a une corrélation entre les deux qui est faite dans Surat al-Baqarah. D'accord? Encore une fois, c'est pas le lieu pour le développer, mais je vous donne en tout cas les conclusions. Après, voilà, on a d'autres espaces où on développe un peu plus notre réflexion. Il y a aussi, d'accord, du coup, la préservation de l'intellect, parce qu'effectivement, le sabre le plus, enfin, nous, comme il est dans le Talmud, le sabre le plus tranchant est celui de l'intellect et celui de l'esprit, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est par, au-delà des armes, vraiment, c'est par l'intellect que peuvent émerger les idées, peuvent se concrétiser les idées, peuvent réellement aboutir. Mais si effectivement on est dans une société de divertissement, la préservation de l'intellect, elle parle vraiment du fait de préserver l'intellect de ce qui va le divertir, de ce qui va le réduire. D'accord? Donc si on est dans une société de divertissement et que bah, tout le modèle capitaliste va quelque part jouer justement sur la nécessité de se divertir à outrance, euh, bah justement, on ne va pas avoir des intellects qui peuvent émerger et réfléchir autrement à tout ce qu'on a dit bah, juste avant, tu vois, de l'équité sociale et puis la préservation de la vie, de la famille et des générations futures. D'accord? Donc, effectivement, l'intellect est l'arme et l'outil principal, mais du coup, c'est lié, sa préservation, elle est intimement liée à ne pas contribuer à un surdivertissement. Effectivement, l'intellect, bah, c'est ce qui préserve la responsabilité terrestre, d'accord? Et donc là, voilà, je donne vraiment, désolé si je vais un peu vite, je donne directement les conclusions, mais la préservation de la responsabilité terrestre qui passe par une lutte en même temps par la pensée et en même temps par un équilibre agropastoral et ça, on ne peut l'avoir que si on a un sens de l'engagement. Parce qu'on voit dans l'expérience de pourquoi je parle de l'expérience de l'engagement? Parce que on voit dans l'expérience de libération communautaire qui a précédé, euh, qu'est-ce qui va faire en fait que finalement, lorsque cette communauté va se retrouver dans la liberté pastorale, ils vont regretter leur état d'esclavage, d'accord? Cette même communauté que Dieu va émanciper, va libérer,
En fait, on voit que dans la sourate, ce qu'il aurait reproché, c'est que Dieu vous offre la liberté, vous offre la libération, mais vous, vous regrettez votre condition d'esclave, en fait. D'accord? Et donc, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que ils ne développent pas en eux le sens de l'engagement. D'accord? Donc, il y a cette idée-là. Et enfin, bien sûr, bah, tout ça ne peut aboutir parce que justement, la responsabilité céleste, elle n'est pas nourrie en fait. Voilà, sans responsabilité céleste, tout ça n'est pas possible. C'est pour ça que, entre guillemets, il y a une nécessité qu'une initiative comme la nôtre vraiment puisse émerger, et Inch'Allah, Bidnillah, on espère puisse se développer. Parce que tout ça, en fait, si ça se nourrit pas par une responsabilité céleste, en fait, ça va se perdre et ça va se diluer, en fait. Vraiment, et ça ne peut qu'être que partiel. D'accord? Ça ne peut pas nourrir ce que vraiment l'être cherche à nourrir en lui. Voilà, bon, j'ai été un peu vite vraiment pour laisser la parole à notre frère Tony. Et comme je disais, voilà, c'est pas l'espace où on développe vraiment notre pensée. Et comment on a abouti à cette conclusion-là, à ces conclusions-là. Mais en tout cas, là, ce que je vais mettre là du coup, c'est ce qu'on appelle les 5 principes de l'ISO 26000. Voilà, enfin, si ça t'intéresse, en tout cas, voilà, je peux laisser la photo si tu veux qu'on mette autre chose. C'est vrai que j'aurais dû peut-être te demander voilà, une photo qui, que tu voudrais en arrière-plan. Mais en tout cas, voilà, juste pour les auditeurs, donc l'ISO 26000. Donc l'ISO, enfin, je pense que tout le monde connaît, mais plutôt ISO 9001, voilà, c'est un référentiel normatif de qualité. Enfin, non, c'est un organisme normatif et entre guillemets qui offre un, un référentiel du management de la qualité, mais aussi un management de l'environnement, aussi le management enfin, d'autres choses aussi, notamment. Mais ce qui est particulier par rapport à l'ISO 26000, c'est que ça va pas être un référentiel de management, mais ça va être vraiment des lignes, enfin ça se voulait en tout cas comme des lignes directrices plutôt qu'un label, d'accord? Donc c'est un peu ça. Donc c'est aussi en France, c'est porté par l'AFNOR, il me semble, qui porte le projet. C'est pas il me semble, donc c'est vraiment l'AFNOR du coup qui porte le projet de l'ISO 26000. Et voilà, donc par rapport aux autres ISO, là, ça a la particularité d'être plutôt des lignes directrices plutôt qu'un outil, un système de management. Donc voilà, bah Sidi Tony, voilà, bah je t'ouvre la parole en tout cas par rapport à ce qui a été dit et ce que tu voulais nous partager, surtout par rapport, enfin, moi ce qui m'intéresserait, c'est le passage entre effectivement où tu as fait ton master par rapport à un modèle, enfin, de souvenir, c'est une comparaison entre un modèle coopératif et un modèle bah, de RSE, et puis bah, la réalité de ça et ta confrontation du coup au terrain et au monde réel de l'entreprise. Voilà, bah, je te laisse nous faire part de ton témoignage et de ton retour, Inch'Allah. Barakallahu fik, Jad. Effectivement, pour poser un peu le contexte, moi, mon master, donc je l'ai réalisé à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, dans les Yvelines en région parisienne. Donc c'est un master qui s'intitule Gestion de l'environnement et spécialisation ou parcours RSE. Euh, et donc dans ce master-là, on a été formé à la fois à une approche professionnalisante pour vraiment pouvoir intégrer des entreprises et être opérationnel, mais aussi l'idée et l'intention du master, c'était de nous donner un peu les outils pour avoir un regard critique et une forme de recul en fait sur qu'est-ce que la RSE, quelles sont ses limites, quels sont ses apports, dans dans quel courant de pensée elle s'inscrit, quelles sont ses différences avec la notion de développement durable par exemple. Et donc ce master nous a apporté quand même beaucoup beaucoup de recul. Et si tu veux, en fait, déjà pendant le master, moi je me rappelle que j'ai plusieurs camarades qui ont pris conscience, parce qu'on était en alternance aussi, des limites très fortes de ce secteur, et puis qui ont pris conscience aussi
de la difficulté face à la situation, parce que tout le monde constate qu'effectivement, il y a des problématiques écologiques, sociales très fortes dans la société. En général, les gens qui s'engagent dans un master RSE, c'est des gens qui vraiment ont cette forme de conscience. Et donc, rien que pendant l'année, moi je me rappelle du master 2, il y a eu beaucoup de désillusions. Il y a eu beaucoup de désillusions en fait de camarades qui voyaient que dans leurs entreprises en alternance ou bien dans les cours, et ben finalement, il y avait une forme de résignation. Ils prenaient conscience du fait que la RSE n'était pas suffisamment subversive, n'était pas suffisamment révolutionnaire, si on veut dire, pour modifier l'ordre établi, pour sortir du capitalisme prédateur et aller plus loin. Donc déjà pendant le master, personnellement, tu vois, je savais que j'avais choisi cette voie-là de la RSE parce que ça me semble être, dans la société actuelle, une voie potentielle d'engagement, mais j'avais bien conscience de ses limites, du fait qu'elle n'était pas... enfin, je savais bien qu'on n'allait pas révolutionner le monde avec la RSE, quoi. Donc, si tu veux, j'ai pas eu en entreprise, en arrivant ensuite en sortie d'études en entreprise, j'ai pas eu vraiment de désillusion, mais ça a confirmé un certain nombre de choses que j'avais pressenties en études. Si tu veux, la RSE, entre autres, qui est quand même aujourd'hui une pratique qui est beaucoup liée au reporting, donc au fait de remonter des indicateurs, de remonter des données environnementales et sociales. Et donc une pratique qui demande une certaine technicité, qui demande aussi une certaine lourdeur aux entreprises. Et là, j'ai été confronté, moi, dans mon travail, à beaucoup de responsables RSE, parce que moi, j'audite, en fait, des rapports RSE, c'est-à-dire il y a des entreprises qui établissent des rapports RSE, qui disent, voilà notre taux de pollution, voilà le nombre d'accidents de travail, voilà, donc ils remontent des données, et puis des données quantitatives, et puis des informations qualitatives. Nous, on va vérifier la sincérité de ces données-là, tu vois. Et donc, ça demande un travail important, ça demande une lourdeur pour ces entreprises-là, de remonter des données sur plusieurs filiales, etc., etc. Et surtout qu'il y a des nouvelles normes européennes qui ont été développées ces dernières années, avec énormément de données attendues. Énormément de données attendues et très précises. Et donc, en fait, j'étais confronté à des responsables qui sont partis en burn-out, hein, des responsables RSE qui sont partis en burn-out dans ce process-là d'établissement de la donnée, face à la lourdeur, face à la difficulté, parce que les entreprises aussi souvent ne mettent pas les moyens, ils sont souvent seuls à faire ça. Et donc voilà, je me suis rendu compte que la RSE telle qu'elle est appliquée, elle est beaucoup subie par certaines entreprises, surtout par les plus petites. Elle est subie, et puis par les grandes, elle est utilisée en général comme un outil de communication, comme un outil de marketing. Voilà, ça c'est par rapport à ta question sur la désillusion, etc. Sinon, par rapport à mon mémoire, pour présenter un petit peu mon mémoire, je pense que ça peut être intéressant. Mon mémoire, je l'ai sous les yeux là. L'intention de ce mémoire, c'était de comparer un peu deux modèles. Deux modèles qui, justement, ont vocation à faire évoluer l'ordre établi. Donc, on parle du capitalisme prédateur pour l'homme et pour les ressources naturelles. Et donc, il y a deux modèles d'entreprise qui ont pour ambition de modifier un petit peu ce rapport-là de l'entreprise à la société et de l'assainir. Le premier modèle, c'est les sociétés à mission. Donc, c'est un modèle qui est vraiment, lui, issu justement de la mouvance RSE. Et donc, très simplement, c'est quoi? C'est une entreprise qui se dit, bah, j'ai une mission, je me définis une mission sociétale, une raison d'être. Donc, le SE, par exemple, dit, mon objectif, ma raison d'être, c'est justement proposer une nouvelle vision, un nouveau positionnement de l'entreprise, etc., inspiré de l'esprit. Voilà, une raison d'être. Et face à cette raison d'être, elle se fixe des objectifs sociaux et environnementaux qu'elle doit respecter, tout simplement. Donc, elle s'impose à elle-même des objectifs sociétaux. Et derrière, la conséquence, c'est qu'il y a la création d'un organe de gouvernance, d'un organe en plus que les organes traditionnels classiques, donc l'Assemblée générale, le conseil d'administration, qui s'appelle le comité de mission. Et donc, ce comité de mission-là a pour objectif de veiller au respect par l'entreprise de la mission qu'elle s'est fixée. Ça, c'est un modèle qui se développe énormément en France, qui a été introduit en 2019, qui se développe beaucoup et qui
a aujourd'hui été récupéré par plusieurs grandes entreprises, hein. Danone, par exemple, les sociétés à mission, et cetera. Donc qui est aussi critiqué, hein, et qui n'est pas un modèle magique. Mais il y a ce modèle-là qui existe. Et je l'ai comparé avec un autre modèle d'entreprise qui est, lui, pas du tout issu du milieu RSE, parce que le milieu RSE, je pense que Jade, tu connais bien l'histoire, mais euh, la RSE, si vous voulez, c'est face au capitalisme prédateur, la prise de conscience, entre autres, d'Howard Bowen en 1953, qui se dit, bah, en fait, il y a des responsabilités, il y a une responsabilité sociale de l'entrepreneur. C'est-à-dire, bah, on se rend compte on est parfois injuste avec nos salariés, on se rend compte qu'on a des impacts sur la société, bah, on va les limiter parce que finalement, certes, on est là pour faire du profit, mais quand même, on a une responsabilité. Donc c'est un peu, oui, on veut faire du profit, mais on va quand même limiter notre impact. C'est ça la dynamique. Et donc, la société avec laquelle j'ai comparé les sociétés à mission, c'est la société coopérative d'intérêt collectif, qui est issue cette fois-ci de l'histoire coopérative, subversive, révolutionnaire, après la révolution industrielle, où justement c'est les ouvriers qui veulent reprendre le pouvoir, qui se rendent compte qu'il y a une concentration du capital, une concentration des outils de production entre les mains de certains, et qui créent des coopératives ouvrières, etc., pour s'accaparer et récupérer la possibilité de détenir aussi des outils de production. C'est ça l'histoire coopérative. Donc c'est déjà une histoire qui est vraiment euh, qui est partie déjà de l'homme, hein, de l'ouvrier, du prolétariat, si on veut pas reprendre un certain langage, avec cette intention-là et cette ambition de s'opposer au modèle capitaliste, très clairement. Donc c'est pas la même histoire. Et donc on a ce modèle-là de la société coopérative d'intérêt collectif qui nous dit quoi? Qui nous propose un modèle de gouvernance complètement révolutionnaire, qui dit finalement, au lieu d'avoir une entreprise qui est détenue par des actionnaires, on crée un nouveau modèle d'entreprise avec un sociétariat très large. C'est-à-dire que vous allez avoir 1000, 2000 personnes, 3000 personnes qui vont détenir l'entreprise. Et la société coopérative d'intérêt collectif impose qu'on retrouve un certain nombre de parties prenantes à minima parmi les gens qui détiennent l'entreprise. Donc on va avoir à minima les salariés, on va avoir à minima les bénéficiaires de l'entreprise, donc les clients ou bien les bénéficiaires, hein, ça dépend de l'activité. Voilà, ce type de personnes-là vont être obligatoirement impliquées dans l'Assemblée générale elle-même. Et l'objectif à travers ça, c'est quoi? C'est que finalement, en ayant un sociétariat qui soit collectif et qui soit plus large, c'est-à-dire on n'a pas seulement des gens qui ont fondé l'entreprise, on n'a pas seulement les gens qui ont investi dans l'entreprise, les actionnaires, on a les gens qui en bénéficient, on a les gens qui travaillent. Et donc l'objectif, c'est prendre des décisions tous ensemble dans l'Assemblée générale et définir un projet commun tous ensemble. Et le principe coopératif un peu primordial, c'est une personne, une voix. Tout le monde a une voix en assemblée générale, que ce soit client, que ce soit salarié, que ce soit actionnaire. Tout le monde a une voix et va définir ce projet collectif. Et bien sûr, la finalité doit être aussi avec un bénéfice sociétal. Et donc, j'ai comparé un petit peu les deux modèles, tu vois. Un modèle qui est plutôt issu du capitalisme qui prend conscience de ses impacts et qui se dit je vais limiter mes impacts, et un modèle qui est au contraire issu de la mouvance ouvrière qui s'est dit ben, en fait, le modèle capitaliste en lui-même entraîne une accumulation de richesses, entraîne une accumulation de pouvoir, il faut changer ça. Et donc, au cœur même de notre gouvernance, on va faire en sorte d'avoir des projets collectifs. Et donc voilà, j'ai comparé un petit peu les deux modèles à travers mon mémoire. Et donc mes conclusions très rapidement, c'est que déjà, il n'y a pas un modèle magique. On se rend compte qu'il y a des sociétés à mission. Je ne sais pas si tu sais, mais par exemple, Abdelrafour de Rouen est impliqué dans une société à mission qui s'appelle le Foyer Stéphane, qui crée des logements sociaux avec des matériaux, en tout cas des logements sociaux qui soient moins impactants pour l'environnement, etc. Ben, on se rend compte qu'en fait, on a des dirigeants qui choisissent le modèle de société à mission, mais qui sont profondément convaincus, qui sont animés par des convictions, par des valeurs, et qui vont aller très loin dans leur projet d'entreprise. Et on a des entreprises qui sont très engagées, et qui font très attention à ce qu'elles font, et qui sont capables de renoncer. Et ça, c'est le sujet dont on avait un petit peu parlé au téléphone, qui sont capables, en fait, de se dire, bah là, on a la possibilité de signer un contrat, on a la possibilité d'aller démarcher telle grande entreprise et de signer pour 100 000 euros, mais
ça nous pose problème d'un point de vue éthique, d'un point de vue valeur, et ça entre en contradiction avec la mission qu'on s'est fixée. Et ben, il y en a certaines qui arrivent maintenant aujourd'hui grâce à ce modèle-là et la présence du comité de mission comme organe de contre-pouvoir à se dire, ben, on renonce. On renonce et parce que ça va à l'encontre de nos valeurs, parce que ça va à la rencontre de la raison d'être qu'on s'est fixé, on renonce à ce contrat, à cette possibilité, à cet argent. Donc ça, c'est déjà le premier constat, c'est qu'en fait, la radicalité et l'engagement des dirigeants, l'engagement des actionnaires, l'engagement des fondateurs de l'entreprise est central, peu importe le modèle. Et à l'inverse, dans les sociétés coopératives, quelque chose quand même qu'on constate, et je pense que là, on peut faire le parallèle avec la notion de shura, qui est présente dans le Coran et qui nous invite justement à réfléchir sur le fait que peut-être que un ou deux vont se tromper. Peut-être que un ou deux vont chercher le pouvoir pour eux-mêmes. Mais si vous êtes 100, si vous êtes 200 et que vous vous consultez, il y a moins de risques, on limite les risques d'avoir ce genre de déviance, d'avoir une déviance où deux ou trois personnes cherchent à accumuler le pouvoir, de un, et aussi où finalement il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de discussion. Donc l'intérêt du modèle coopératif, c'est ça, c'est de se dire une voix, une personne. Et on implique tout le monde. Et tout le monde donne son avis. Et finalement, on se rend compte que dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, il y a plus de renoncement. Il y a plus facilement du renoncement parce qu'en fait, c'est trop risqué d'aller contre les valeurs et de risquer qu'une partie des sociétaires se rebellent ou soient mécontentes, etc. Donc il y a plus facilement du renoncement chez les sociétés coopératives qui sont bâties sur un sociétariat large où on retrouve différents types de personnes à l'intérieur. Et ça, moi, c'est vrai que ça m'a assez interpellé sur le fait que euh, la notion de communauté, la notion de décision collective, de gouvernance collective, la notion de shura, finalement, de consultation large, est une des formes de solution pour sortir de cette impasse-là et de cette difficulté qu'ont parfois les actionnaires, qu'ont souvent les actionnaires ou les dirigeants à renoncer euh, et à maintenir, à être ferme sur les valeurs et les principes qui se sont fixés. Voilà, ça c'est ce que j'ai analysé à travers mon mémoire globalement. Et il y a un livre qui en parle un petit peu. C'est ce livre-là, je vous montre. Si j'arrive à tourner la caméra. C'est ce livre-là. Un autre monde est possible. Mais notre écrit N-O-T-R-E. Donc ce sont deux auteurs qui justement critiquent le modèle RSE. Hein. Je ne sais pas si tu connais ce livre, Jacques, mais il y a un livre qui a été écrit par Boltanski et... Ah, t'es en mute. Attends, non, je connais pas. Si tu peux juste le Ouais, remontrer, parce que là, j'ai agrandi, du coup, je sais pas si ça enregistre par agrandissement. Ouais, voilà. Voilà, j'ai agrandi le. Ah oui, ok. voilà. Non, bah écoute, moi, je le connais pas, en tout cas. Oui, bah si tu peux nous en toucher un mot, ouais, ça peut être intéressant, ouais. Ouais. Donc ce sont deux auteurs qui expliquent justement l'intérêt et la nécessité d'un monde pensé ensemble, en fait. D'un monde construit ensemble et de l'importance du collectif. Et du fait que finalement la RSE, comme l'ont dit Boltanski et Capello dans leur livre qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme, qui est sorti en 1999, et qui disait qu'en fait la RSE, c'est juste la démonstration de la capacité du capitalisme à comprendre les critiques qui lui sont faites et à les intégrer pour perdurer. D'accord. Ça, c'est important parce que, effectivement, c'est quelque chose qui a été décrit par pas mal d'auteurs sur la capacité du capitalisme, et c'est une forme d'intelligence, en fait. Hein. C'est la cap Allô, c'est Tony, on t'entend plus. Je sais pas si. Allô, allô? Allô? Tu m'entends? C'est Tony? T'as des fenêtres ouvertes, toi, peut-être, non? Allô? Allô, allô? Tu
Tu m'entends? Allô, oui? Attends, peut-être que le fait que j'ai agrandi la... Allô, oui, tu m'entends, Tony? Tu m'entends? Et toi, parle, toi, parle. Allô, 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 oui? allô. Est-ce que si Hassan parle? Hassan, si toi tu parles, on t'entend? Si tu peux. Je sais pas si Hassan, est-ce que tu peux parler? Ouais, allô, tu Oui, m'entends? oui, bah toi je t'entends, oui. Mais je pense que c'est peut-être un problème de micro pour Tony, je sais pas. Ah, bah il est sorti, je pense qu'il va revenir. Ouais, donc moi, ce que je pose quand il dit il y a beaucoup de renoncements, c'est quand il n'y a pas beaucoup de renoncements. Ouais. C'est quoi renoncement? Ok, Abandon. Ok. Allô. Allô, oui, c'est Tony, c'est bon? Ouais, c'est bon, je pense. Ah, bah nous, on t'entend aussi. Super. Désolé, petit technique. Non, pas de souci. Euh, tac. Oui, du coup, tu disais en fait que oui, il y avait des auteurs finalement qui expliquaient que la RSE était cette capacité du monde capitaliste à comprendre les critiques et Ouais, puis à finalement détourner la critique c'est ça. ou la voiler finalement. C'est plus une idée de voile, moi, que je vois. Donc il y a ça. Il y a bah, juste, bah, du coup, on est avec le frère Moussa aussi. Lui, il posait la question. Ouais, Bah, du coup, tu me dis, ouais, en fait, quand il disait, quand tu parles de renoncement, elle ouais. est où la limite entre renoncement et abandon? Et c'est quoi la différence en tout cas entre les deux? C'est ça, Moussa, un peu là. Voilà, c'est sur la notion de renoncement, il voulait que ce soit un peu plus précis. Enfin, si tu peux nous préciser quelque chose par rapport à ça, le renoncement. Voilà. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous voulez, il y a plusieurs entreprises qui voilà, comprennent que à la fois elles ont un objectif, une finalité économique. Hein, c'est toujours l'entreprise friedmanienne, donc selon la vision de Friedman qui dit on est là pour faire du profit et c'est l'État qui redistribue, qui s'occupe du social. Mais aujourd'hui, les entreprises globalement sortent de ça, comprennent qu'il y a des attentes sociétales, etc. Se disent bon, ben, on a aussi en fait des objectifs sociaux et environnementaux, en tout cas une responsabilité. Mais à un moment, la question c'est bah, finalement, quand vous avez un contrat qui arrive, quand vous avez une opportunité économique qui arrive, dans quelle mesure vous êtes capable de renoncer à certaines opportunités quand elles s'opposent aux valeurs et aux objectifs sociaux et environnementaux que vous êtes fixés. Donc ça, c'est aujourd'hui le concept de renoncement. C'est la capacité des entreprises à renoncer à un gain économique pour des considérations environnementales et sociales ou de gouvernance. Donc c'est vraiment ça le renoncement. Et on se rend compte que il y a des entreprises qui arrivent à le faire, hein, même dans des modèles classiques, on va dire, avec des actionnaires, etc. Parce que ces actionnaires-là et ces dirigeants sont convaincus, ont une certaine éthique, etc. C'est possible. Mais globalement, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, etc. Mais un des éléments de réponse et une des solutions qui est apportée, même ça a été Olivier de Schutter, quelqu'un qui a écrit sur la crise écologique et sociale d'aujourd'hui et qui appelle de ses voeux une transition écologique et sociale juste. Et lui, une des clés pour lui, c'est effectivement que des associations, que des entreprises de l'ESS se développent et que la démocratie soit plus forte au sein des entreprises. C'est pour ça que je parlais de la contrebalance et de l'importance du collectif. Lui, c'est un constat très clair qu'il fait, c'est que effectivement, il y a plus de 6000 chercheurs qui ont écrit sur ça d'ailleurs, qui ont écrit une tribune sur ça à l'époque, qui disait en ayant plus de démocratie dans les entreprises, en faisant en sorte que les salariés puissent plus s'exprimer, en faisant en sorte que les parties prenantes puissent plus s'exprimer et qu'elles aient du poids, eh ben, ça va contrebalancer, ça va permettre de renoncer plus facilement et d'assurer un équilibre plus sain entre viabilité économique et, euh, et si vous voulez, objectifs sociaux et environnementaux.
Donc voilà pour le renoncement. Et en fait, les sociétés coopératives d'intérêt collectif dont je vous ai parlé, elles arrivent quand même à être viables, hein, économiquement, hein. C'est pas des entreprises, ce sont pas des associations, quoi. Ce sont pas des associations qui arrivent à zéro en termes de résultats. Parfois, les sociétés coopératives peuvent avoir une forme de bénéfice. Par contre, il y a une obligation pour les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, à réinvestir ce résultat positif au sein de l'entreprise. Et la redistribution aux actionnaires est extrêmement encadrée, en fait, voire, limite, voire impossible. Donc on est vraiment dans une transformation assez profonde de l'entreprise où le pouvoir des actionnaires est limité euh, et, et le collectif et la démocratie est la solution proposée. Oui, Mais encore une fois, il y a des effectivement, limites. ouais, effectivement, c'est très juste parce que tu as cité le mot Ashura, mais si on revient, si on revient à l'étymologie du mot, en fait, du mot Shura, Shur al-Asal, ça veut dire extraire le miel. D'accord? Et en fait, on voit comment effectivement les abeilles arrivent à tous un processus, bah, littéralement de Shura jusqu'à arriver à extraire le miel. Bah, c'est vraiment par ce que tu nous décris en fait, par vraiment le fait que, pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est qu'effectivement tu auras des abeilles qui vont être des éclaireuses qui vont aller chercher, par exemple, pour un exemple d'une décision, par exemple, aller essaimer dans un endroit en particulier, où est-ce qu'on va aller essaimer, par exemple. Bah, tu auras forcément des éclaireuses qui vont aller en exploration du terrain, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas justement, on n'a pas de clergé, même scientifique ou technique, qui va nous dire, bah non, cette solution, elle est la meilleure. Ces éclaireuses-là, effectivement, vont avoir un flair, si vous voulez, plus important, mais c'est le fait que il y aura un groupe, voilà, on va dire de 20 personnes au départ, enfin, qui vont aller avec elles qui vont aller visiter cet endroit-là, elles vont revenir en reparler au reste, qui vont bah, par leur vibration faire encore plus de vibrations dans la ruche. Et puis bah, le niveau de vibration va faire que bah, à partir de 20, bah, après on aura, je sais pas moi, on aura bah, selon les modèles, mais on aura par exemple 100 abeilles qui vont aller sur le deuxième voyage. Ensuite, après ça, bah, qui vont revenir et qui vont faire encore plus de vibrations et on aura bah, sur le troisième voyage, je sais pas moi, 500 abeilles, etc. Jusqu'à ce que, bah, subhanallah, bah, il y a toujours consensus à la fin de toute la ruche, en fait. Du coup, et qui aura visité l'endroit et qui aura approuvé l'endroit. Donc, et c'est vrai, et c'est là, et c'est ça qui est fort en fait. C'est que c'est ça qui est fort qui, dans ce type de démocratie d'abeilles, en tout cas, c'est qu'effectivement tout le monde ben, adhère, tout le monde, entre guillemets, donne ça, mais sans forcément mettre sans les dérives, entre guillemets, du modèle démocratique, même moderne. Parce que dans le modèle démocratique moderne, on voit comment finalement c'est vraiment bouché dans tous les sens. Que c'est tellement bougé qu'on arrive à voir aux États-Unis un Donald Trump qui passe deux fois comme président. Euh, mais même au-delà de ça, il y avait une fois ben, un cher, bon, je sais pas si je peux citer son nom, mais en tout cas voilà, qui était à Lilo et euh, qui nous a parlé notamment de ça. Et il dit en fait comment est-ce que dans un modèle contemporain, bah, quelqu'un qui a une vision de la géopolitique mondiale, qui a une vision de, voilà, des enjeux économiques, etc., bah, on lui donne, enfin, entre guillemets, dans les urnes, il a le même poids de vote qu'une personne bah, finalement qui, bah, elle, ne regarde que BFM toute la journée ou même pas. D'accord? Donc effectivement, on voit que dans ce modèle des abeilles, en même temps, tu as les éclaireuses ben, qui ont de l'expérience, qui ont cette expérience-là, de la sagesse du temps, parce que tu n'es pas éclaireuse qui veut, c'est vraiment l'éclaireuse, c'est vraiment en fin de vie en fait que tu deviens éclaireuse. Du coup, tu as cette capacité, ce bagage technique, mais en même temps, tu fais contribuer les autres au processus de décision. Et c'est ça finalement la Shura en fait, vraiment, c'est arriver à trouver cet équilibre-là.
si on veut réellement être dans une shura, parce qu'il y en a bah, parmi les modernes qui font un espèce de court-circuit, je même pas de sérieux, court-circuit, de dire bah, la Shura, c'est la démocratie, si on veut faire de la Shura, il faut voter. Non, attendez, oui et non, en fait, c'est pas complètement ça, mais c'est pas complètement juste, voilà. Et effectivement, dans ce que tu nous proposes, en tout cas, moi, j'y retrouve beaucoup de cette analogie-là, en tout cas. Et, le point, en tout cas, moi, que je retiens de notre rencontre, et je pense que enfin, Moussa aussi, il a été marqué peut-être un peu par ça, c'est effectivement cette idée de renoncement, et que lorsque la décision elle est collective, bah, effectivement, le renoncement, est, enfin, c'est ce qui semble logique, entre guillemets même, le renoncement est plus facile. Parce que si tu laisses à une élite actionnaire de prendre la décision, ben justement, par leur bon vouloir, entre guillemets, tu fais confiance au bon vouloir d'une élite actionnaire pour prendre des décisions qui vont dans le sens de l'humain, qui vont dans le sens de l'environnement. Bon ben voilà, ben, bonne chance. Et effectivement, c'est Ouais, c'est exactement ça, c'est ouais, exactement ce ouais. que tu dis. Et en fait, je me suis rendu compte dans mon mémoire que, tu vois, dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc comme je vous l'ai dit, tu as des gens qui sont membres de l'entreprise qui sont dans la gouvernance, donc les salariés et les dirigeants, par exemple, et tu as des membres qui sont en dehors de l'entreprise, donc les bénéficiaires, les clients, etc. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les membres hors de l'entreprise, eux, ils n'ont pas les considérations économiques de l'entreprise. Ils savent pas que l'entreprise, je sais pas, son résultat, c'est tant sur le mois. Eux, ce qu'ils voient, c'est le produit qu'ils achètent, c'est le service qu'ils reçoivent, c'est les impacts de l'entreprise sur l'environnement, c'est la qualité de ses produits, c'est son éthique. Eux, ils voient ça, tu vois. Et donc, ils vont apporter une forme de radicalité dans les discussions. Bah, tu vois, alors là où le salarié, déjà, il va être, bah ouais, bah bon, en fait, je sais pas si on peut faire ça, parce que lui, il va être dans une considération un peu plus équilibrée, et là où le dirigeant ou l'actionnaire va être encore plus biaisé. Donc en fait, ça rééquilibre complètement le débat, d'avoir une forme de radicalité des gens qui représentent la société, qui représentent, on peut avoir plein de choses, hein, qui représentent l'environnement, qui représentent les générations de demain. Et en fait, ce poids-là, effectivement, va rééquilibrer le projet collectif et va permettre, peut permettre en tout cas, de limiter les dérives. Tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez intéressant et assez fort hein, de se rendre compte de ça. Maintenant, c'est vrai que ça pose certaines questions. Parce que d'un autre côté, il pourrait y avoir une forme de légitimité à dire, bah, écoutez, moi, tu vois, demain, toi, tu crées une entreprise, t'investis, de te dire, bah, j'ai quand même envie que ce soit moi qui ai le plus de poids, parce que c'est moi qui crée l'entreprise, c'est moi qui apporte le capital. De quel droit mes clients vont avoir le même droit de vote que moi, par exemple? Ou pourquoi eux, ils vont pouvoir décider, etc. Donc il y a une forme aussi de, euh, tu vois, c'est quand même assez révolutionnaire. Et parfois, ça peut être assez difficile à accepter par des dirigeants qui ben voilà, se disent, ben, moi j'apporte le capital, j'investis, je crée mon entreprise, c'est mon entreprise, tu vois. Donc, on peut aussi avoir la tentation de se dire, ben, est-ce que la solution, c'est pas aussi finalement, tout simplement, ce que tu disais tout à l'heure, l'éducation des générations futures, leur éthique. Il faut que ces dirigeants-là, ces gens qui investissent, soient conscients du vrai rôle de l'entreprise. C'est quoi la finalité de l'entreprise, tu vois? Est-ce que la solution n'est pas aussi même dans voilà, dans la manière dont on conçoit l'entreprise? Est-ce qu'on est forcément obligé de passer par une gouvernance qui parfois peut être lourde parce que c'est vrai que à 1 tu vas plus vite, hein. À 100 il faut accepter de discuter, il faut accepter de se faire contredire, il faut accepter. Donc c'est en termes d'organisationnel, ça demande une forme d'intelligence. Et là, le parallèle avec les abeilles est frappant. Ça demande une forme d'harmonie que chez les humains, voilà, sans travail spirituel, sans travail intérieur individuel, ça peut être très compliqué aussi. Donc, c'est pour ça que le projet des SIC, c'est un défi, hein. C'est faire de la démocratie au sein de l'entreprise, sachant que tu as des gens qui vont se dire, bah non, mais en fait, c'est moi qui ai créé l'entreprise. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là aussi de se dire, bah,
Faire de la démocratie, oui, ça c'est sûr, c'est bénéfique, c'est beau, ça permet aussi une éducation collective. Moi, ça, je trouve ça très fort, c'est qu'en fait, quand entends les points de vue des autres, ça t'éduque, et ça on le voit même dans les cercles d'intention, enfin, dans tout ce qu'on fait, en fait, quand on entend le positionnement de l'autre, et quand on voit son positionnement, forcément, ça opère un mouvement en nous. Et donc, oui, mais d'un autre côté, effectivement, ça demande du temps, ça demande de l'écoute, ça demande une intelligence collective et un savoir communiquer qui est rare, qui se fait des compétences qui se font rares aujourd'hui, des soft skills malheureusement qui se font rares aujourd'hui. Effectivement, ça demande aussi que bah, les gens qui investissent, qui créent les entreprises, acceptent une forme d'abandon. Là, on peut peut-être prendre le terme d'abandon que disait Moussa, c'est-à-dire d'accepter cette ouverture-là. Et ben effectivement, ce projet ne m'appartient pas. C'est pas parce que j'impulse une dynamique, c'est pas parce que j'apporte l'argent que ce projet m'appartient. J'ai une forme de détachement et j'accepte le fait de lâcher mon bébé et d'en faire un projet collectif. Donc, et là, moi, c'est vrai que je suis assez intéressé pour faire les parallèles avec la manière prophétique, où finalement, on voit bien que enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai cru comprendre jusque-là, mais je serais intéressant aussi d'avoir votre retour sur le fait que la propriété privée en soi n'est pas mal. Hein, le fait qu'on ait des entrepreneurs qui portent des projets, etc. C'est pas en soi, c'est pas quelque chose qui me semble mal, mais c'est voilà, effectivement, avec quel positionnement tu le fais, etc. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des visions assez radicales et révolutionnaires, hein, comme dans le livre que je vous ai montré, qui eux disent c'est pas possible de faire autrement que de faire de manière strictement démocratique dans les entreprises. Euh, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. En tout cas, le fait est qu'a priori, la démocratie peut être un bon médicament. Et juste pour information, je vais devoir vous laisser sans trop tarder, mais en tout cas, c'est avec plaisir si vous voulez poursuivre la discussion un autre jour, Inch'Allah. Oui, bah, t'as peut-être même ouvert un deuxième chantier là sur la propriété privée parce que bah, justement, moi pendant le mois de Ramadan, j'ai fait des partages justement sur ça, sur le monde, enfin pas le monde, mais en tout cas l'exemple, parce que mon père, rahimahullah, il a travaillé sur le Maroc d'avant 1912, d'avant le protectorat. Et justement, il fait le parallèle en fait entre ce qu'on nous vend aujourd'hui comme oui, le droit de propriété privée existe en islam. Clairement, en fait, non, en fait. Il existait, oui, un droit de possession, mais c'est pas le droit de propriété privée. Le droit de propriété privée a été introduit par la colonisation et depuis est resté, tu vois. Et du coup, oui, on va trouver, tu vois, des subterfuges pour dire, ah oui, bah, le droit de propriété privée existe en islam. Mais non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il y a un droit de possession qui est, voilà, contraint par plusieurs choses, etc. Mais voilà, ça, c'est peut-être un sujet, oui, qui serait intéressant, en tout cas, à discuter. Mais voilà, pour le mot de la fin, en tout cas, sur le. Ou alors, Sidi Hassan, peut-être qu'il voulait intervenir, mais juste, voilà, juste un petit Oui, truc. j'allais faire une remarque aussi sur Vas-y, bismillah, la oui, oui, question oui. de l'apport financier. C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, Oui, finalement, l'apport, c'est quoi? C'est créer de l'argent à partir de rien. Et donc, il y a des gens qui choisissent qui, euh, à qui on prête de l'argent et qui on ne prête pas de l'argent. Et donc, il y a aussi une vraie question à se poser à qui est légitime d'avoir ce pouvoir? Est-ce que c'est l'État qui l'a perdu? Euh, ou est-ce que c'est des banquiers privés, du coup, qui forcément, en tant en tant qu'acteurs individuels, bah, ils vont pousser et mettre en avant des gens qui leur ressemblent, donc des acteurs individuels. oui, oui, barakallahu fik, effectivement. Et c'est pour ça, moi, ce que tu disais, et ça rejoint peut-être aussi la remarque un peu de Sidi Hassan. Moi, ce que tu me dis par rapport au SIG, effectivement, et comment faire finalement pour quelque part, moi j'abandonne, j'abandonne entre guillemets ce que j'apporte, même si aujourd'hui ça veut plus rien dire. Mais imaginons, voilà, même si voilà, on est dans, voilà, je possède une terre par exemple ou quoi que ce soit ou un outil ou des outils, etc. Et je veux les apporter, même quelque chose de concret. Finalement, effectivement, c'est là où je sais pas si Tony, si tu as pu peut-être explorer un peu ce parcours-là. Je sais qu'il y a des frères qui en parlent, notamment de Mohamed Impact, mais je sais plus si
s'ils ont des cours dessus ou pas, sur le phénomène du waqf. Mais en tout cas, voilà, de manière simplifiée, on va dire le waqf, en fait, c'est justement, ça aide quelque part. Ben, l'intention prophétique et l'intention du coup qui a été institutionnalisée par Sayyiduna Omar après, derrière, c'est justement aider l'être humain finalement à être dans ce don de soi. C'est que finalement, effectivement, s'attacher à quelque chose que l'on possède est toujours quelque chose, s'en détacher, c'est toujours quelque chose de compliqué. Mais le phénomène de Waqf, en tout cas, te permet justement d'être dans un juste équilibre. C'est que oui, tu possèdes quelque chose, mais tu l'as dédié au collectif et tu n'es pas propriétaire de la décision. D'accord? C'est le collectif qui est propriétaire de la décision. En tout cas, toi, tu peux en donner la ligne directrice de départ. Tu vois, tu dis, je sais pas, moi, ce Waqf va être dédié, je sais pas, moi, on a parlé des orphelins, par exemple, au départ va être dédié aux orphelins, par exemple. Tu vois, tu vas donner la ligne directrice de départ, mais après, t'es plus décisionnaire de la chose. T'es plus décisionnaire de la chose et les bénéfices, effectivement, reviennent à une cause de bien commun. Mais en tout cas, oui, Inch'Allah, bah, avec plaisir bah, pour continuer la discussion. Bah, merci en tout cas beaucoup pour ton intervention, c'était vraiment très enrichissant en tout cas et bah, qu'Allah te permette bid'Illah, de te maintenir, Inch'Allah, de te maintenir sur sa voie et dans sa voie et qu'Allah nous permette à tous. Walhamdulillah Rabbil Alamin, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillah Rabbil Alamin. Merci encore une fois et bah, merci aux présents d'avoir été là. Barakallahu fikum. Wa fikoum al baraka, merci pour Salam l'invitation. alaikum. Allez, Yallah, salam. bismillah. Salam alaikum. Salam alaikum.